connaissez bien savoir les limites de l'interprétation. Alors, c'est très gênant de parler d'Umberto Eco parce que, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses, qui est spécialiste de sémiotique, de littérature des masses, du Moyen-Âge. C'est un romancier. Et à propos de romancier, c'est quelqu'un qui s'est moqué beaucoup de ceux qui ne respectent pas la logique dans certains de ses romans. Je pense à un roman comme Le Pendule de Foucault. Le Pendule de Foucault, c'est l'histoire, comme vous le savez, d'une bande de copains qui découvrent qu'il y a une liste. Et en ne respectant pas la logique, ils arrivent à la conclusion suivante qu'il y a un complot. Et forcément, à la fin, ils découvrent que cette liste, qui selon eux est à l'origine d'un complot, n'est rien d'autre que la liste d'une personne pour aller faire des courses. Mais comme eux, ils pensent que ce n'est pas une liste qui désigne des tomates ou des pommes de terre, ils pensent que ça réfère à quelque chose de mystérieux, et vous remarquez qu'ils font des violations de la logique, parce que la tomate, c'est la tomate. La tomate n'a rien à voir avec le complot des Juifs, par exemple. Alors quelqu'un peut me dire si, parce que Aïcha, c'est la tomate, et donc il y a un lien. Mais même là, c'est une analogie, comme le professeur J a dit, c'est une analogie qui n'est pas logique. Le fait de mettre confiture, le tomate Aïcha, et le complot juif. Donc, Umberto Eco a écrit Le Pendule de Foucault pour se moquer de ça. Si vous lisez Le Pendule de Foucault, vous avez aussi une dénigrance. Umberto Eco se moque du discours raciste. Parce que, comme vous le savez très bien, le discours raciste, c'est un discours qui fait des violences à la logique. Je ne sais pas, moi un jour, j'ai été trompé par un Asiatique. Donc, tous les Asiatiques sont des gens, pas des escrocs. Donc là, comme l'a dit le professeur Nagy, qu'est-ce que je fais? Je fais une violence au raisonnement qui fait qu'un bon syllogisme doit avoir une majeure, une mineure et une conclusion. Moi, j'enlève une partie du syllogisme et je dis j'ai été trompé par un Asiatique ou par un Marocain, je ne sais pas. Tous les Marocains et je mets ça. Donc ça aussi, vous pouvez, et vous avez des phrases très 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 rigolotes dans le Foucault. Dans une des phrases, je me souviens, Umberto Eco pouvait lire dans le roman, tout à coup, j'ai été suivi par un arabe. Vous voyez un peu et si Umberto Eco se moque, parce qu'être suivi par un arabe, c'est toujours, selon le discours raciste, et le discours illogique du racisme, c'est quelque chose de... Donc, ça, ce sont juste quelques exemples pour vous donner une idée combien Umberto Eco se moque de ce discours illogique. Mais il faut aussi préciser que chez Umberto Eco, ça rejoint un peu la première partie de l'intervention de Ustad Farhan. Umberto Eco a toujours gardé une distance entre ce qu'ils appellent les apocalyptiques et les intégrés. Alors, les apocalyptiques, ce sont ceux qui disent que le monde va très mal, tout est mauvais, tout est médiocre, tout est ceci, tout est cela. Et les intégrés, c'est ceux qui disent tout est bien, alhamdoulilah, etc., 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 etc. Et lui a toujours gardé une distance par rapport à d'eux. Et c'est une distance qui n'est pas seulement une distance anecdotique, c'est une distance philosophique. C'est-à-dire, il a toujours gardé une distance envers les rationalistes et les empiristes. Et là, je vais vous donner l'exemple que je vais donner, c'est à travers son livre Les limites de l'interprétation. C'est quoi, pour résumer, les limites de l'interprétation? Umberto Eco
essaye de défendre l'hypothèse suivante, à savoir que l'interprétation d'un texte littéraire est quelque chose qui a des limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un texte, on ne peut pas l'interpréter comme on le veut. Et si on ne peut pas dire quelles sont les interprétations qui sont bonnes, on peut au moins dire quelles sont les interprétations que le texte refuse. Donc il y a des limites. Et pourquoi il y a des limites? Parce qu'il y a une logique du texte et de l'interprétation du texte littéraire. Alors, bien évidemment, parce que quand je dis l'ambition, parce que l'éthique reste une ambition. Pourquoi? Parce que justement, pourquoi il faut défendre cette idée des limites de l'interprétation? Parce que justement, si on veut, c'est pour des raisons de survie mentale. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand je parlais de la mort et quand j'ai parlé du pendule de Foucault, j'ai oublié de dire aussi que dans le pendule de Foucault, un des personnages, ça c'est juste une image, un des personnages qui ne respectait pas la logique a été atteint d'un cancer. Ici, le cancer, si vous voulez, c'est une métaphore du non-respect de la logique. Parce que, comme on le sait très bien, un cancer, c'est quoi? C'est lorsque les cellules à l'intérieur du corps humain ne respectent pas certaines logiques et se reproduisent d'une façon très très désordonnée et d'une façon qui ne respecte aucune logique. Et donc, qui se détruisent, qui visent vers la mort. Et là, comme vous pouvez le remarquer, bon, là, ça mérite d'être creusé. C'est-à-dire, la logique, c'est la vie, c'est construire, et l'illogique, c'est la mort, et c'est détruire. Il y a un autre exemple qu'Umberto Eco donne, c'est l'exemple dans un autre roman, celui de Cimetière de Prague, où vous avez tout un discours sur le complot, sur le protocole des sages de Sion. Je ne sais pas si vous connaissez le protocole des sages de Sion. C'est un texte qui a été inventé pour faire répandre l'idée que le monde est menacé par un complot juif. Donc là, vous avez un peu les ravages de l'illogisme, à savoir l'excès du soupçon. Lorsqu'on a un signe et lorsqu'on essaye de l'interpréter ou de le surinterpréter, donc on a une espèce de soupçon. Alors, donc, comme vous le remarquez, la logique occupe une place de choix au sein de l'œuvre d'Umberto Eco et au sein même de la sémiotique interprétative qui est sa sémiotique. Et ça, c'est un point qui est très important, savoir la sémiotique interprétative. Comme vous le savez aussi, parce que la sémiotique d'Umberto Eco reste très très influencée par la pensée de Charles Sanders Peirce. Donc, comme vous le savez, le sens chez Peirce, c'est comme on a parlé largement, le sens est inférence. Il est le fruit d'un raisonnement et d'un cheminement. Pour Umberto Eco, le respect du sens lié au raisonnement est une célébration de la logique. Car ce sont ces éléments, les éléments de la logique, qui permettent à un raisonnement d'avoir lieu. Ce raisonnement doit le plus possible, et je souligne bien le plus possible, respecter les règles de la logique. Ici, Umberto Eco reste très, très prudent, parce que, je crois que ça a été évoqué, j'ai oublié où, mais il y a les règles de la logique, mais il y a le concret et il y a l'expérience ou la concrétude. Donc, et c'est pour cela que pour Umberto Eco, dans la théorie interprétative d'Umberto Eco, le contexte et les circonstances sont des choses très très importantes
est très déterminante dans l'interprétation. C'est-à-dire, parfois même, le sens, le contexte et les circonstances peuvent influencer les règles de la logique ou le pouvoir de la logique. Donc c'est un élément qui est très très important dans la sémiotique interprétative d'Umberto Eco. Alors, le livre, les limites de l'interprétation, je vais faire une notice de quelques lignes pour que vous ayez une idée sur ce livre, a été écrit en 1990. Donc c'est une réécriture de plusieurs recherches menées par Eco au fil des 25 dernières années. Et quand je dis les 25 dernières années, à partir de 90, bien évidemment. Ces recherches tournent autour de façon plus ou moins directe, autour de la question de la nécessité d'une éthique qui veillerait sur toute démarche interprétative. La démarche d'Eco est la même. Elle reconduit cette archéologie terminologique observée dans les autres livres et se distingue aussi des autres par un ton ferme et par des positions très très arrêtées. Alors quand je dis des positions très très arrêtées et très fermes en ce qui concerne la question de la déconstruction. Parce que le livre est sorti dans les années 90 et dans les années 90, la déconstruction était encore une philosophie et une pensée très, 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 très importante, très, très célèbre. Et personne n'osait dire qu'il y a des limites. Donc ça, c'est juste pour rappeler le contexte dans lequel le livre est sorti. Avant de Umberto Eco, c'est pour ça du pois, en mangeant des poires, par exemple, ou des bêtises de ce genre. Donc, il y a beaucoup de choses de ce genre qui continuent à marcher très très bien. Donc, Umberto Eco essaye de rattacher le débat sur la logique dans le texte littéraire, est-ce que le texte littéraire a une logique ou pas, à ces deux tendances, à savoir le rationalisme grec et l'hermétisme. Donc, bien évidemment, il va le faire de façon systématique. Ici, on n'a pas le temps. Si on veut résumer la démonstration d'Umberto Eco, il nous faut 2 ou 3 heures. Mais on va les résumer très, très rapidement. Il va d'abord essayer de montrer que la langue est construite sur une logique. Il y a une logique grammaticale, il y a une logique sémantique. Et quand on dit la syntaxe, il y a des règles. Tout à l'heure, je vais parler de l'acte. Donc, vous avez une logique syntaxique. Vous avez une logique sémantique. Quand il parle de logique sémantique, il cite quelqu'un qui a beaucoup apporté à la sémantique contemporaine, à savoir Greimas. Greimas parle du concept d'isotopie pour montrer que dans tout texte, vous avez un fil conducteur, une logique. Et vous ne pouvez pas, si le fil conducteur, par exemple, dans le texte, parle de la mort, vous ne pouvez pas dire que ce texte parle de l'espoir de la vie. Non, vous ne pouvez pas. C'est complètement illogique. Donc, il va le faire en essayant de donner des preuves relatives à la langue comme système logique, à la culture. Je rappelle le sous-titre de l'un des livres d'Umberto Eco, qui n'est toujours pas traduit en français, qui est le Trattato de Semiotica Generale. Il a été écrit parallèlement en américain, Theory of Semiotics. Et le sous-titre de le Trattato de Semiotica Generale, c'est vers une logique de la culture. Vers une logique de la culture. La culture a une logique. Un dernier exemple, parce que comme j'ai dit, c'est très riche, ça rejoint ce dont a parlé mon ami et collègue Ustad Haji, la métaphore. La métaphore, elle aussi bâtie sur une logique. Et ça, on ne peut pas, quand on veut faire des métaphores,
on réalise qu'il y a des métaphores qu'on peut pas, qui ne tiennent pas debout. Pourquoi? Parce que le système logique de la langue, de la culture en question, refuse complètement ce genre de métaphore. Mais, et c'est là où je veux conclure, pour Umberto Eco, la défense des limites de l'interprétation, la défense de la logique est une défense de la survie mentale de l'être humain. Bien que Umberto Eco reste très conscient que ces éléments-là n'ont aucune existence, que ce sont des constructions de l'esprit humain. Ce sont des choses que l'homme a inventées. 1 plus 1 égale 2, c'est l'homme qui a inventé ça. Ce sont des constructions humaines. Mais nous en avons besoin pour survivre, pour nous retrouver, pour pouvoir communiquer les uns les autres. Si on les abandonne, on est fichu. Déjà, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas construire une société, une civilisation humaine. Donc, là, vous voyez pourquoi j'ai dit au début qu'Umberto Eco reste au milieu de deux tendances. Donc, ce sont certes, la logique est quelque chose, c'est une construction humaine, c'est quelque chose qui a des limites, comme nous montre l'imaginaire, et nous montre de temps en temps, nous-mêmes, nous sentons de temps en temps, mais en même temps, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la survie mentale de l'espèce humaine, et je vous remercie.